Bonjour à tous, mon nom est Dave Casey, je suis le fondateur du Cercle des leaders de l'innovation et dans cette vidéo qui fait partie de la série de vidéos sur la gestion de programmes d'innovation, thématique que nous avons eu dans notre réseau en 2024, je vais parler davantage ici de la gestion des affaires dans un programme d'innovation. En fait, c'est la première partie et la deuxième partie va être beaucoup plus quantitative. Celle-ci, elle est un peu plus philosophique et fait qu'attaquons. Fait que pour comprendre le contexte des affaires regardons une petite métaphore. Vous êtes, regardez le contexte et vous dirigez une entreprise dont l'usine comporte 5 lignes de production et le niveau de vente remplisse les lignes. Vous êtes, en fait là, à pleine capacité, et tout a été optimisé. Fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a eu des opérations de ligne à maintes reprises. Chacune des lignes rapporte 10 millions de dollars annuellement. Fait que vous avez un chiffre d'affaires de 50 millions et puis, et une opportunité se présente, un client passe une nouvelle commande pour 10 millions avec des marges plus élevées que la moyenne, et il est prêt à signer un contrat, pour les 10 prochaines années. Ça veut dire 10 millions par année avec des belles marges. Que feriez-vous? Ben, essentiellement, comme gestionnaire, vous trouveriez des solutions. Vous chercheriez à probablement sous-traiter une partie de votre processus pour augmenter la capacité, augmenter la taille du bâtiment pour rajouter une ligne additionnelle, parce qu'essentiellement, 10 millions représenterait un 20 additionnel, fait qu'en ajoutant une ligne, vous peut-être acquérir une usine qui a une capacité sous-utilisée. Fait que vous voyez que vous chercheriez des solutions pour saisir l'opportunité d'affaires. La problématique qu'on retrouve au niveau de l'innovation, c'est que beaucoup d'opportunités d'affaires en innovation, mais parce que la capacité d'innovation est limitée, bien, on laisse passer les opportunités. Ben, essentiellement, il faudrait gérer l'innovation davantage dans un contexte d'affaires, tout comme on gérait une belle commande qui nous permet d'avoir des revenus à chaque année et ces revenus, ben, ils sont en marge plus élevée. Ben, c'est la caractéristique d'une innovation, dans bien des cas, nous amène des ventes additionnelles. Évidemment, il y a une partie de cannibalisation, mais si j'ai bien joué mes cartes, je vais avoir des ventes additionnelles. Et normalement aussi, je devrais avoir des marges supérieures et je réinitialise aussi le cycle de vie d'un produit ou d'une offre ou d'un service qui va faire que ça va me permettre pendant plusieurs années d'en bénéficier. Mais malheureusement, on laisse passer énormément d'opportunités d'affaires dans un contexte d'innovation par manque de capacité. Fait que, c'est drôle parce que si c'était une commande directe, ben, on trouverait toutes sortes de solutions, mais étant donné que l'innovation, ben, on doit développer l'innovation, par la suite la commercialiser, évidemment, il y a un petit délai, puis il y a un peu plus d'incertitude, mais essentiellement, on fait face à ce même dilemme pratiquement à chaque jour ou à tout moins maintes fois par année dans les organisations. En fait, ce qui me donne l'innovation, là, a réellement ce même problème-là. Il y a beaucoup plus d'opportunités que de capacité d'innovation, mais on n'agit pas du tout de la même façon comme si c'était une commande client. Et l'une des raisons, c'est qu'on n'applique pas nécessairement une réflexion d'affaires soutenue lorsqu'on parle de l'innovation. Fait que combien laissons-nous sur la table? Si vous regardez les belles opportunités d'innovation que vous ne faites pas maintenant ou que vous ne ferez peut-être jamais, on laisse combien sur la table? Et puis, la question que je pose souvent aux dirigeants et ils ne peuvent pas me répondre, est-ce que la capacité actuelle, elle est optimale pour maximiser la rentabilité? Est-ce que j'ai trop de capacité d'innovation? Est-ce que j'ai pas assez de capacité d'innovation? Est-ce que j'ai la capacité d'innovation idéale? En fait, peu peuvent réellement répondre avec un rationnel, outre le fait de dire: «Bon, mais j'ai décidé que je mettais 2 de mon budget en recherche et développement et c'est mon limitateur». Mais pourquoi 3? Pourquoi pas 4? Quel est le chiffre finalement? Et seul vous peut décider et puis, je vais vous donner un parallèle qui peut
permettent d'aider la réflexion un peu plus philosophique, mais qui me permet de voir l'innovation dans un contexte d'affaires. Je fais le parallèle avec la pyramide de Maslow. Fait que regardons la pyramide de Maslow. D'abord, il y a les besoins physiologiques, hein, nourriture, eau, chaleur, repos, avoir un abri, être protégé. Et fait que bon, protéger, rentrer dans l'avantage sécurité ici et je monte, je pense que vous connaissez un peu le topo et ultimement l'actualisation de tout soi là, est en dernier. Si j'arrive pas à me nourrir ou nourrir ma famille, ben, j'ai mon besoin d'estime est certainement pas, présent et l'actualisation de soi. Fait que réellement les besoins de base, les besoins psychologiques et ultimement les besoins d'épanouissement. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu autant de gens en haut de la pyramide, bien que tout ce qu'on entend au niveau des médias là, continue de nous attrister et avec raison. Mais si on regarde l'ensemble de la population, là, il y a beaucoup plus de gens qui sont en haut de la pyramide. Là. Vous avez juste à vous promener en Europe, par exemple, et regarder les villes fortifiées ou les châteaux au Moyen Âge. Les gens avaient peur de se faire attaquer et se faire égorger à chaque nuit. Fait qu'essentiellement, là, je crois qu'on n'en est plus là maintenant. Fait que la pyramide de Maslow, ben, elle s'applique au niveau de l'innovation. Fait que si on regarde le parallèle avec l'innovation, ben, essentiellement, les besoins de base sont les innovations, je dirais, tactiques, des projets à court terme. C'est ce qui permet de rester en affaires. C'est par exemple, une technologie qui devient désuète sur une offre actuelle, je dois la remplacer. C'est une demande d'un client qui me demande de personnaliser un truc pour son besoin, ben, je vais le faire. Et ultimement, ces innovations, dans bien des cas, soutiennent l'offre, mais n'apportent pas nécessairement une réelle croissance à l'organisation. Par la suite, il y a des innovations stratégiques. Fait que c'est des innovations qui vont être dans un contexte programme à moyen terme, normalement sur un marché actuel. Fait que vous voyez que je parle de projet quand je donne le tactique et quand je tombe dans le stratégique, je tombe au niveau du programme. Mais vous voyez que si je veux monter en haut de la pyramide, c'est des innovations stratégiques, programme plus à long terme, qui me permet d'aller sur des marchés adjacents. Fait que c'est ça qui est clé, c'est dans des marchés qui est connexes aux nôtres et puis et pas un marché qui est complètement opposé à ce qu'on fait parce qu'on n'est pas capable de réutiliser ce qu'on a comme force, mais un marché qui est adjacent devient vraiment intéressant parce qu'on peut réutiliser des compétences que l'on a et tout en créant de la vente nouvelle ou incrémentale, nette, parce que essentiellement, je ne viens pas cannibaliser mon offre actuelle. Mais vous voyez que si je ne suis pas capable de faire une innovation tactique, si je ne suis pas capable de régler des problèmes de qualité puis des problèmes d'obsolescence de certaines composantes, je ne serais pas capable de monter dans la pyramide. Ben, fait que, il y a une question là-dessus de ressources. Fait que si je veux prendre, et aussi, lorsqu'on est dans des innovations tactiques, on est beaucoup plus réactif, hein. Je disais tout à l'heure, l'obsolescence. Ah ben là, on vous annonce qu'une obsolescence, vous devez réagir. Une demande de personnalisation d'un client, vous devez réagir. Tandis que lorsqu'on est au niveau des innovations stratégiques avec des marchés adjacents, on est beaucoup plus proactif, on est beaucoup maître de notre destinée. Fait que si vous regardez dans le contexte d'affaires, et je vais prendre par exemple des innovations tactiques, mais si je fais bien mon travail, je devrais peut-être avoir un petit peu plus de marge, des fois plus 5. Vous allez voir, c'est plutôt regardez le ratio là, que je vais vous donner. Mais mon point, c'est que les innovations tactiques peuvent conditionner un peu de marge additionnelle ou pas. Mais nécessairement, une innovation tactique ne devrait pas baisser les marges. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de considérer que la cannibalisation est très élevée. Si j'ai mis de 50 à 100, on est souvent beaucoup plus près du 100 que du 50. Et ce qui fait que si on innove que dans une dynamique tactique, ben, essentiellement, ce que ça fait, c'est que ça fait que l'organisation, ben, essentiellement, ne va pas croître par son innovation. Par la suite, on est sur des innovations stratégiques dans mon marché actuel. Vous voyez que la marge additionnelle, j'ai un rapport de 2 fois plus.
Fait que si j'avais plus 5, là, j'aurais plus 10. Mais vous voyez que la cannibalisation, j'ai mis autour de 50. Vous voyez qu'elle est beaucoup moindre. Fait que là, je suis capable d'aller chercher de la nouvelle vente nette et ce que j'ai cannibalisé, ben, des fois, je vais être capable de chercher des marges additionnelles. Ce qui fait que c'est une cannibalisation positive quand même, mais évidemment, je vais chercher juste le différentiel de la marge. Mais lorsque je rentre avec une nouvelle vente, ben là, je vais chercher la pleine marge. Fait que si je continue et je montre en haut, bien, vous voyez qu'il y a une innovation stratégique dans un marché adjacent. Fait qu'on parle d'un programme stratégique qui est probablement plus à long terme. Vous voyez qu'on est dans des marges peut-être 3 fois plus élevées, même peut-être plus, mais surtout, c'est la cannibalisation qui est à zéro. Et ça, les innovateurs, s'ils veulent voir l'innovation dans un contexte d'affaires, doivent être capables d'amener euh, des, euh, des innovations dans un marché adjacent pour créer cette nouvelle vente nette. Et trop souvent, l'innovation supporte les affaires actuelles, ce qui fait que ben, finalement, on n'est pas enclin à vouloir plus investir en innovation parce qu'on le considère comme un centre de coût. Parce que ça soutient les affaires, comme ça serait un service administratif, comme ça serait un service des ventes, comme c'est- Mais lorsqu'on est plus haut dans la pyramide, là, l'innovation est réellement dans une dynamique de croissance de l'organisation. Mais le problème qu'on a, c'est que pour pouvoir monter dans la pyramide, tout comme pour la pyramide de Maslow, ben, il faut avoir un certain minimum d'équivalent temps plein dans un cas d'innovation. Fait que je vais prendre un exemple, une organisation qui aurait 8 équivalents temps plein. Fait que vous voyez, il y a 8 équivalents temps plein, j'en ai 6,5 équivalents temps plein pour une innovation tactique, j'en ai 1,5 pour faire des innovations un peu plus stratégiques. Et évidemment, je ne peux pas tomber sur les stratégiques plus long terme. Fait que je réussis à convaincre la direction que si j'ai plus de ressources, ou en tout cas, à tout le moins, on va chercher plus de capacités. Ça peut être notre écosystème avec des sous-traitants, travailler en collaboration, hein, travailler avec des clients, travailler. Je monte ma capacité à 12 équivalents temps plein. Bien, on voit qu'on est capable de monter dans la pyramide. Puis vous voyez, le 6,5, je l'ai monté à 8 parce que 6,5, là, il restait encore des trucs que je ne pouvais pas encore faire, mais je voulais faire un minimum de stratégique quand même. Mais vous voyez que là, en montant à 8, là, j'ai vraiment satisfait tous les besoins de tactique. Et puis, mais j'ai surtout plus doublé les innovations stratégiques moyen terme dans mon marché actuel. Mais j'ai pu me mettre un premier pied dans les marchés adjacents. Et je suis extrêmement convaincant. J'ai démontré vraiment la valeur du portefeuille qui était finalement laissé sur la table. Puis avec plus de ressources, je pourrais aller chercher. J'ai réussi à faire monter à 20 équivalents temps plein. Fait qu'essentiellement, vous voyez que c'est 2 fois et demi ce que j'avais au début, mais parce que je suis allé chercher la moitié de ces ressources-là avec des centres de recherche à l'externe, en travaillant avec des fournisseurs, je suis allé me chercher une capacité. Fait que vous voyez, le 8 dans le bas de la pyramide, il était déjà satisfait, fait que le 8 demeure à 8. Les innovations stratégiques moyen terme, j'ai pu doubler, mais j'ai surtout fait x6 des innovations stratégiques dans un marché adjacent. Et c'est ça qui est clé. Ce qui est clé, c'est d'être capable d'aller chercher la croissance par l'innovation. Et la seule façon d'y arriver, il faut un minimum de capacité, sinon on demeure en bas de la pyramide. Je vais faire un exemple ici avec un de nos membres qui s'appelle Royer, fondé au Québec en 1934. Et puis, et on voit là une organisation, une PME, là, une moyenne entreprise là, qui se spécialise dans les bottes de protection. Et puis, on multiplie brevets au fil des années. Et c'est d'ailleurs un des fournisseurs là, des Forces armées canadiennes. Et puis, fait que regardons ce cas. Et vous avez ici, on a développer, par exemple, des nouvelles semelles, demeurer à la page avec des semelles antidérapantes qui permet finalement, exemple, une semelle Vibram ici, là, je pense que c'est ça que l'on voit dans la vidéo. Et puis, ben, c'est des innovations tactiques. C'est qu'on fait évoluer les produits qui sont là actuellement, mais essentiellement, c'est bien rare que quelqu'un va dire, ben moi, je change mes bottes parce que j'ai vu Royer changer sa semelle. Et puis, fait que vous voyez, là, on soutient l'offre pour que le produit demeure pertinent.
Fait que par la suite, ben, j'ai réussi à avoir un peu plus de ressources et parce que j'ai plus de ressources, j'ai pu développer une botte et ça, c'est vraiment un extrait d'un brevet là, qu'ils ont, une botte marteau. C'est-à-dire qu'une botte qui est conçue que je peux utiliser l'embout de la botte comme finalement un outil. Ils se sont aperçus que les gens travaillaient avec leurs mains sur les chantiers de construction, mais souvent une fois poussaient avec leurs pieds. Mais essentiellement, là, les orteils encaissaient le coup et puis la botte, elle n'était pas tellement bien conçue pour ça. Fait qu'essentiellement, ils ont conçu une botte avec lesquelles là, que, finalement l'ensemble, la charge est répartie. Puis... Fait que vous voyez qu'on est dans le marché actuel, mais on a développé quelque chose qui apporte une valeur nouvelle, qui fait que certains corps de métier, là, j'ai en tête là, les gens qui vont travailler le management paysager, placer des blocs de béton, là, continuellement, ils utilisent leurs pieds pour pousser les. Ben, essentiellement, là, ça peut être intéressant pour eux. Fait que vous voyez que ça peut aller chercher une partie de nouvelle vente, nécessairement rendre un produit distinctif de la compétition, mais on demeure sur le marché actuel. Pour aller chercher dans les marchés adjacents, par exemple, s'ils faisaient des gants de protection, mais des gants de protection, là, un peu comme l'embout là, des bottines ceinturées d'acier, on est des gants de protection là, avec ceinturées d'acier qui fait qu'on peut travailler, mais si finalement quelque chose coince nos doigts ou coince la main, là, elle est protégée. Puis... Fait que vous voyez, on demeure dans les équipements de protection, fait que le marché il est adjacent, mais il est clairement distinctif parce que c'est pas parce que les gens ont acheté des gants de protection qu'ils ne vont pas acheter des bottes. Fait qu'essentiellement, mais pour faire ça, ben, il faut être capable de monter dans la pyramide. Si je suis encore en train d'essayer de garder mes produits à jour, ben, jamais que je vais développer des gants. Fait que c'est un peu ça, là, les petites histoires que je voulais vous montrer. Et vous, où êtes-vous dans la pyramide? Êtes-vous dans la base, sur les besoins de base? Avez-vous réussi à monter pour être dans les programmes, dans les marchés actuels? Et ultimement, si vous voulez l'innovation dans un contexte d'affaires, ben réellement, c'est faire des programmes qui vont être dans des marchés qui sont nouveaux, mais adjacents et qui vont créer de la nouvelle vente nette. Sur ça, j'espère que ça vous a plu. Au revoir. If you haven't already done so, you can get your hands on our popular 60-page visual guidebook for free. Click the link in the description below. Don't hesitate to watch the next video to learn even more about innovation management practices.